Il est grand temps de commenter l'actualité de ce mercredi avec aujourd'hui l'entrepreneur et homme politique Charles Beigbeder et un nouveau venu dans ce rendez-vous, Michel Pouzol. Bonjour messieurs. Bonjour. Michel Pouzol, puisqu'on ne vous connaît pas encore, au moins sur ce plateau à 12h30, quand on vous présente, on souligne votre parcours. Vous étiez presque quasiment SDF, vous perceviez le RSA. Aujourd'hui, vous êtes député PS, tendance frondeur, et député de l'Essonne, point de départ de la fronde des policiers. Et c'est d'ailleurs par là que nous allons commencer. Apparemment, l'heure est à l'apaisement après ces manifestations spontanées, impressionnantes, hors cadre syndical de policiers à Paris, mais aussi dans plusieurs villes de province. Hier soir, Bernard Cazeneuve recevra 3 syndicats de policiers à 17h, 16h30 maintenant, l'heure a été avancée. Dans la cour de l'Élysée, le ministre de l'Intérieur a tenu ses propos après le Conseil des ministres. Je recevrai cet après-midi les organisations syndicales de la police à 16h30 avec la même volonté que celle qui a toujours été la mienne, celle du gouvernement, d'entretenir le dialogue le plus étroit avec les représentants de la police nationale et les policiers eux-mêmes, de telle sorte à ce que l'ensemble des difficultés auxquelles les policiers sont confrontés soient surmontées. Je veux ce matin dire des choses extrêmement claires et précises. D'abord, le sentiment de très grande considération et de gratitude que j'ai à l'égard des policiers et l'indignation que suscitent toutes les formes de violence réitérées, quotidiennement subies, dont ils font l'objet. Et le patron de la police, Jean-Marc Falcone, joue lui aussi la carte de l'apaisement après avoir évoqué hier de possibles sanctions. Commentant sa réunion d'hier soir dans l'Essonne, il a justement parlé d'apaisement, de réunion constructive, de courtoisie. Alors ça, c'était dans les murs. En revanche, dehors, l'ambiance que Jean-Marc Falcone a trouvée était, disons, on le voit, très, très différente. Michel Pouzol, la colère, la fronde est partie de votre département, après notamment l'affaire de Viry-Châtillon, cette tentative d'homicide sur 4 policiers. En tant que député socialiste de l'Essonne, qu'est-ce que vous dites aux policiers ? Alors, moi d'abord, je voudrais leur dire que je les comprends dans les moments très difficiles. On parle quand même d'un quadruple tentative de meurtre. Enfin, c'est ça dont on parle. Il faut bien se remettre. Il n'y a aucune excuse à ça. Enfin, c'est juste scandaleux. Qui suivent une situation qui n'est pas nouvelle non plus dans l'Essonne. Il faut le dire, on a des quartiers difficiles. Moi, il se trouve que j'ai un de mes amis qui travaillait à la BAC de Grigny encore il y a quelques années, et quand je le retrouvais à certains déjeuners entre amis, c'était compliqué, parce qu'il me racontait des situations, que ce soit à la Grande Borne, on a les Tarterets, on a eu Grand-Vaux, enfin on a plusieurs cités comme ça. Des zones de non-droit d'ailleurs, entre parenthèses. C'est des zones en tout cas où l'État n'est plus. D'accord, donc c'est des zones de non-droit, contrairement à ce que dit le ministre de l'Intérieur. Il n'y a même pas de service public, parce que c'est ça qui est important. C'est-à-dire que quand l'État n'est plus représenté nulle part, il est faible. Quand on n'a plus de policiers de proximité, quand on n'a pas une représentation, ne serait-ce que de la pote, etc., on s'affaiblit, on affaiblit l'image de l'État. Et dans ces quartiers-là, effectivement, à la fois la délinquance, les trafics et la montée d'une misère endémique créent des situations réellement explosives. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui avec des limites, je le répète, qui ont été franchies par des assassins. Il ne faut pas non plus stigmatiser toutes les populations de ces quartiers-là. Et pas des sauvageons. C'est clair. Et ça s'est produit à Viry-Châtillon, mais ça s'est produit aussi à La Seyne-sur-Mer il y a 3 jours. Ça s'est produit à Mantes-la-Jolie ce week-end. On pourrait aussi parler des agressions contre des établissements scolaires ou du personnel scolaire, donc à Argenteuil et au Tremblay. Qu'est-ce qui se passe ? Et donc on a là des provocations, des agressions envers des bâtiments officiels, des forces de l'ordre, des établissements scolaires. Est-ce que c'est coordonné ? Je pose la question. Bon, ne soyons pas paranoïaques, mais tout de même. Tout ça très brutalement, simultanément. Il est clair que on ne peut que comprendre la réaction des forces de sécurité, des policiers, qui n'ont pas le droit à la légitime défense
comme les gendarmes l'ont, comme les militaires l'ont, et qui doivent, donc à chaque fois, être dans des situations ubuesques, où en fait, il faut attendre qu'on leur tire dessus, quasiment d'être morts, pour pouvoir répliquer. Donc, comme le disait très bien un policier, nous, on a le choix entre la mort ou la prison, parce que si on dégaine, eh bien, c'est forcément l'enquête de la police des polices, c'est la suspension, c'est la mise en examen, c'est la sanction, c'est la vie est foutue, quoi. Donc, on ne peut que comprendre cette colère très légitime. Il y a un autre élément là-dedans, on parle des missions aujourd'hui. Est-ce qu'il n'est pas plus utile d'avoir des policiers qui seraient des policiers du quotidien dans ces quartiers-là, plutôt que là, ce qu'on a vu, ce qui est aussi le symptôme de choix politiques, 4 policiers qui gardaient une caméra de surveillance. C'est quand même ça la base de la chose. Je pense qu'ils auraient été plus utiles, et que la police qu'on a supprimée dans les quartiers, notamment à un moment donné, on a fait une erreur fondamentale. Et on la paye pas simplement sur le problème de la délinquance, mais également sur le problème du radicalisme, puisqu'on a moins de relais dans les quartiers où cela se développe. 100% d'accord là-dessus. Il faut une vraie police de proximité, des polices municipales. Mais je vous ferai remarquer qu'à Béziers, ça a été rejeté. Robert Ménard a voulu... Mais moi, je suis pour la police nationale, pas municipale. Et la police nationale, il faut que les policiers puissent faire usage de leurs armes lorsqu'ils sont agressés. Alors, pour refermer ce dossier, on aura Robert Ménard, d'ailleurs, tout à l'heure, par téléphone, pour parler de ce référendum de Béziers qui ne verra sans doute pas le jour, mais enfin, on lui posera quand même la question. Vous êtes député, donc vous faites les lois. Si on vous demande de revoir la légitime défense, des policiers, est-ce que vous revoyez le texte ? Je pense qu'il faut en tout cas l'adapter. Il faut travailler là-dessus. Il faut aussi être extrêmement prudent avec ce genre de choses. C'est quand même un sujet lourd. Mais je pense qu'aujourd'hui, la détresse, en tout cas dans certains territoires, moi je le dis, et je voudrais quand même saluer les policiers qui font un travail extraordinaire dans des conditions très difficile, en plus avec les attentats, les plans Vigipirate, ça devient infernal. Donc je voudrais moi leur faire part de tout mon soutien. Et effectivement, il faut qu'on avance sur un certain nombre de sujets de sécurité, clairement. La peur doit changer de camp. Je suis désolé, si on jette des engins incendiaires sur les forces de sécurité, on doit s'attendre à être abattu. Oui. Autre titre de l'actualité, le procès en appel de 8 ex-salariés de Goodyear. Ils ont été condamnés en première instance à 9 mois de prison ferme pour avoir séquestré 2 cadres de l'entreprise. La CGT parle de criminalisation de l'action syndicale. On retrouve à Amiens, où le procès s'est ouvert à 9h. Laura Pouget, la CGT fait pression. De sources judiciaires, on indique être dans une démarche d'apaisement. Dans ce contexte, quelle est l'atmosphère sur place ? Écoutez, ils sont de très nombreux militants à s'être rassemblés dans ce parc d'Amiens, situé à peu près à 15 minutes du tribunal. Vous apercevez derrière moi la tribune sur laquelle se succèdent les orateurs, sur laquelle aura lieu tout à l'heure un petit concert de soutien aux salariés de Goodyear. Mais ce qui frappe dans cette mobilisation, c'est qu'elle dépasse leur simple cas. Les syndicalistes sont venus d'un peu partout en France. Nous avons même vu des Niçois pour défendre l'action syndicale au sens large. Je vous propose d'écouter des réactions que nous avons recueillies tout à l'heure à côté du tribunal. Il y a l'enjeu des personnes qui sont concernées, qui se retrouvent devant la justice, mais il y a aussi l'enjeu de toutes les luttes syndicales en France en ce moment, et où on se rend compte qu'en fait, on essaye de brimer la lutte syndicale. La criminalisation du mouvement social est intolérable pour nous. Il n'est pas normal que des militants de la CGT qui se battent contre des logiques implacables du capital se retrouvent traînés devant un tribunal. Un rassemblement qui est aussi politique. Jean-Luc Mélenchon était présent dans la matinée au tribunal, Nathalie Arthaud pour Lutte ouvrière, Olivier Besancenot et Philippe Poutou pour le NPA sont également ici présents dans ce parc d'Amiens. Merci beaucoup, Laura. Est-ce que ce procès, ce n'est pas aussi le symptôme de relations sociales qui se tendent dans le pays ? Bon, c'est sûr, la situation économique et sociale n'est pas bonne. Aussi parce que l'environnement n'est peut-être pas très favorable à la prise de risque, à la création de richesses dans notre pays, parce qu'on a fait le choix de surdépenses publiques, surprélèvements obligatoires, rigidité sur le marché du travail. Je ne refais pas tout le film. Mais, on aurait passé de l'émission. mais là, on est en contexte, tout simplement, on juge. Bon, ça a déjà été jugé en première instance. C'est vrai que les juges ont eu la main lourde, mais en même temps, on parle de séquestration. Donc, enlèvement, séquestration, excusez-moi, c'est du pénal, c'est 5 ans de prison minimum. C'est une énorme violence.
Alors, si à chaque fois, il y a 0 peine qui sont prononcées, c'est que du sursis. Vous savez que depuis 20 ans, sur 100 affaires de séquestration, je n'ai plus les chiffres complètement précis en tête, mais j'avais déjà participé à une émission sur ce sujet, eh bien, il n'y a jamais eu de condamnation, jamais. La seule fois où il y a eu condamnation, ça a été du sursis, c'était Besancenot, pour une affaire de séquestration de cadre à la Poste. Là, il n'y a plus de plainte, hein. Oui, je sais bien. Oui, mais attendez, c'est du pénal. C'est l'État doit faire respecter les règles du jeu. Il y a des lois, il faut les appliquer. Donc, c'était très bien. Je crois qu'en première instance, il y a eu des peines lourdes, 24 mois, dont 15 mois avec sursis. Donc, ça fait 9 mois ferme, en effet. Bon, bah là, on va voir en appel. Mais c'est important quand même de marquer le coup. On ne peut pas laisser faire de la violence dans l'entreprise. Non, moi, je vais avoir une opinion très différente là-dessus. La vraie violence en entreprise, c'est celle des Goodyear. Voilà, il faut le dire. Ce qui s'est passé sur ce conflit-là est exemplaire. Et là, on ne parle pas de petites entreprises en difficulté sur un marché compliqué parce que les règles françaises seraient plus compliquées que les autres. On parle d'un groupe mondial, leader sur un secteur fort, qui a pratiqué les choses d'une façon totalement scandaleuse. Et là, je pense que c'est symptomatique. Mais donc, ces peines sont d'autant plus scandaleuses qu'elles s'appliquent à ce cas-là, à cette situation-là, où, franchement, ces types-là ont d'abord essayé de sauver leur emploi. Et moi, je voudrais le dire, vous avez eu la gentillesse de rappeler mon parcours, c'est pas des statistiques, les gens. Perdre son emploi, se retrouver dans la grande précarité, c'est des histoires humaines, et ça a un coût aussi pour la société. Donc moi, je trouve que aujourd'hui, ce jugement, je ne peux pas me prononcer ce jugement, la justice est indépendante, mais franchement, j'espère, puisque c'est le mot du jour, apaisement, qu'on va aller vers un apaisement, parce que c'est scandaleux il n'y a même pas eu de chemise déchirée dans ce cas de Goodyear, pour faire allusion à d'autres histoires. Donc c'est pas la même histoire, et il ne faut pas laisser croire ça. Je pense que la mobilisation qu'il y a autour des Goodyear, elle est claire, elle est précise, voilà, il faut qu'on puisse exercer encore le droit syndical et ne pas faire croire, comme on a pu le faire croire, et moi je me suis battu contre la loi travail là-dessus, que les relations dans l'entreprise maintenant seraient une espèce de climat totalement apaisé, sans conflit, où tout le monde irait dans le même sens. Mais ce n'est pas vrai, Goodyear le prouve, et je pense qu'il faut vraiment effectivement moi je soutiens à 200% par contre la tension, les tensions, les confrontations, oui, mais pas la violence. Et c'est ça le point. Et donc, en effet, je pense que tout ça va s'apaiser. Probablement, on verra, la Cour d'appel tempérera le jugement de première instance. Mais c'était important quand même de marquer les choses, de fixer un cadre. D'ailleurs, c'est bien que ce soit médiatisé. Limite, pourquoi c'est bien ce qu'organisent les syndicats amiens, parce que je pense que tout le monde va comprendre qu'on ne peut pas non plus exercer de la violence Sauf que physique dans un pays où la défiance vis-à-vis de la justice est déjà très grande, on l'a dit à l'inverse, parce qu'on dit les petits délinquants ressortent, etc., ces condamnations-là sont complètement hors de propos et hors de circonstances. Elles n'ont pas été appliquées, comme vous le savez. L'actualité, c'est aussi ce référendum qui se transforme en polémique à Béziers. Le conseil municipal a adopté une délibération prévoyant une consultation sur l'accueil de migrants dans la ville, alors chahut dans la salle, et le préfet devrait demander à la justice d'annuler la délibération au motif que le conseil municipal ne peut empiéter sur les compétences de l'État. Nous sommes avec le maire de Béziers. Bonjour Robert Ménard. Bonjour. Que vous recherchez dans ce référendum? Vous allez nous répondre et puis on en débattra sur ce plateau. Une nouvelle provocation, comme on peut le lire ce matin, ou bien poser un problème de fond? Attendez, ce qui est une provocation, c'est qu'on décide d'installer de nouveaux migrants en cœur de ville, dans le centre historique de la ville, sans même prendre la peine d'en informer le maire et le conseil municipal. Écoutez, hier, il y avait un sondage qui était rendu public qui disait que 81% des Français étaient favorables au référendum. Quand ça concerne une ville sur une décision aussi importante, le préfet ou le sous-préfet ne prennent même pas la peine de nous donner un coup de fil. Vous trouvez ça normal? Demandez aux Biterrois, aux habitants de ma ville, ce qu'ils en pensent. C'est un déni de démocratie. On ne peut pas faire ça. Et le comble, c'est qu'aujourd'hui, alors que je demande simplement le droit d'interroger mes concitoyens, mes administrés, pour leur demander ce qu'ils pensent, c'est illégal sous prétexte que c'est un champ, l'immigration est un champ qui relève de l'État et pas du maire que je suis. Mais les conséquences, elles sont pour le maire que je suis, elles sont pour la ville que je dirige.
Je veux dire, c'est de la casuistique. Il ne faut pas se moquer du monde. Donc, ce référendum, ce sera l'occasion de donner la parole aux Biterrois sur une question qui les concerne en premier chef. Ça me semble le b.a.-ba de ce qu'on devrait faire tout le temps. Merci Robert Ménard d'avoir été en direct. Alors, d'accord, pas d'accord avec ce genre d'initiative ? Moi, je trouve que c'est légitime que le maire consulte ses citoyens sur un sujet aussi grave. Donc maintenant, ça aura valeur consultative, puisque bien sûr, juridiquement, ça n'est pas possible, puisqu'en France, ce genre de sujets, les sujets régaliens, ne sont pas du domaine des communes. On peut le regretter d'ailleurs, mais là, il faudra organiser un référendum au niveau national pour décentraliser et donner plus de pouvoir aux maires sur des sujets aussi importants que la police municipale dont on parlait tout à l'heure, ou sur les flux migratoires, l'installation de migrants dans le territoire de la commune. Donc bonne idée, bonne initiative, Oui. Pour résumer. Moi, je pense que Robert Ménard est dans une stratégie qui est toujours la même. Faire le buzz médiatique plutôt que de travailler et d'essayer de trouver des vraies solutions. Trouver les coupables plutôt, encore une fois, que faire preuve d'imagination. Il a un rôle en tant que maire, une fonction. Il doit faire appliquer la loi. C'est le premier magistrat de sa commune. Il ne le fait pas. Donc, il se met lui-même en hors des clous. Je pense qu'il se fout pas mal des valeurs de la République, du pays et de la démocratie telles qu'elles se construisent. Et il le montre au quotidien, jour après jour. Moi, je trouve ça totalement regrettable. Le spectacle qu'il donne est vraiment lamentable. Et quelle tristesse de penser que cet homme-là a pu être un jour le créateur de Reporters sans frontières. Enfin, j'avoue que c'est quelque chose qui moi, je ne comprends décidément pas le maire de Béziers. Je vais le défendre un tout petit peu parce qu'il y a d'autres maires de communes en France qui ont souhaité organiser des référendums. Ils n'ont pas été jusqu'au bout. On peut parler c'était le maire LR d'Alex dans la Drôme. Le préfet a également interdit le référendum. Donc, il n'y a pas que Robert Ménard qui s'empare de ce sujet. Il y a beaucoup d'autres élus qui sont scandalisés de cette politique qui leur est imposée par le gouvernement sans concertation. Avec moi qu'il a l'art du buzz systématique à taux régulier. Vous savez, dans notre monde, il faut savoir aussi utiliser les médias et ça, il a certains talents en effet. Alors, tiens, justement, illustration dans quelques instants avec un mot de la primaire, de droite et du centre et ce midi. Alors, pas de petite phrase assassine entre candidats. Non, dans le viseur, c'est François Hollande et c'est Alain Juppé qui parle. Je pense qu'il y a un peu de trouille dans ce parti. Ce parti socialiste, il est en perdition aujourd'hui. Il n'a plus de chef, il n'a plus de candidat, il n'a plus de projet. Le chef de l'État lui-même lui donne, si je puis dire, je parle du parti, lui donne des boutons. Donc, il vous donne des boutons, François Hollande ? Vous qui êtes député socialiste ? Non, tout va bien. J'ai pas de problème de peau à cause de François Hollande. Non, mais j'écoute Alain Juppé et je me dis qu'il ferait mieux d'être plus prudent et de peut-être un peu moins fanfaronner parce que d'abord, les primaires de la droite ne sont pas terminées, loin de là, si j'ai bien cru le comprendre. Et puis, qu'il n'oublie pas que parfois, c'est quand la gauche a l'air la plus au sol que nous avons les meilleurs moyens de rebondir. Donc l'histoire n'est pas encore écrite de 2017 et il faudrait qu'Alain Juppé ne se contente pas de 3-4 morceaux d'un livre sortis dans la presse pour fanfaronner comme ça. Un peu de modestie serait bienvenue. Je suis d'accord avec vous, d'autant plus que si j'en crois les sondages, si jamais c'était pas Hollande qui serait le candidat de la gauche, ça sera peut-être une autre personnalité, plus neuve, et qui pourrait mettre en difficulté Alain Juppé s'il gagnait les primaires. Donc si j'étais lui, je ne tirerais pas sur l'ambulance Hollande. Et nous allons bien ouvrir les débats, effectivement, dans le cadre de la primaire. Moi, je me suis engagé là-dessus, vous le savez, auprès de Benoît Hamon. Mais nous allons ouvrir tous les débats et je pense que les surprises peuvent être encore dans les mois qui viennent. Je pensais à une autre personnalité. Soyons prudents là-dedans. Oui, je sais à qui vous pensiez, mais... avec des initiales EM, comme En Marche. D'accord. Emmanuel Macron, pour que les choses soient claires. Oui. Voilà. Merci beaucoup, Charles Becq-Viédé. Merci beaucoup, Michel Pouzol. Ça vous a plu ? Vous reviendrez ? Formidable. Bon, d'accord. À chaque fois que vous m'invitez. Merci beaucoup. Restez avec nous dans quelques instants. 13h, un nouveau journal sur LCI.